Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est achevé le week-end dernier à Paris à l'invitation du président Emmanuel Macron. La réforme du financement international du développement a tenu en haleine tous les dirigeants du monde. La problématique aujourd'hui, qu'en est-il de l'Afrique à ce grand rendez-vous qui a cristallisé toutes les attentions? Est-ce tout simplement une réunion? A-t-on véritablement avancé sur le financement, sur le financement de la lutte climatique et celle même de la pauvreté? C'est la thématique de ce soir dans le débrief de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Marché financier, un route de plus, c'est l'axe central du débrief de l'actualité en direct sur nos différentes pages Facebook et YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour débattre des sujets d'actualité. Le panel est déjà bien constitué. Je commence par un expert financier. C'est sa toute première sur le débrief de l'actualité. Également directeur associé d'Agribusiness Investment Management. J'y arrive finalement à l'infonie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Piedjou et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Comment vous allez? Ça va très bien. Comment se porte Agribusiness Investment Management? AIM se porte très bien. Vous avez vu à la télé hier défendre un peu le Made in Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Le message c'était quoi? En fait, il faut dire que le développement des chaînes de valeur locales, c'est un peu notre credo. Nous sommes fortement engagés en faveur du développement de tout ce qui est contenu local, de la structuration de nos chaînes de valeur, de la favorisation de l'emploi local et du développement industriel de notre pays. Merci d'être venu sur le plateau. Dr Amel Sango, politologue internationaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille, bonsoir à mes co-panélistes. Ravigoté d'être encore associé à ce programme d'information et de sensibilisation. Je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer vos millions de téléspectateurs qui nous regardent généralement à travers le monde. Et du côté du Cameroun, plus précisément à Idéa, vous avez des fans là-bas. Qui est plus précisément mon petit frère. Il est en train de bénéficier de ses vacances. Je voudrais lui transmettre mon bonsoir ce soir. Il s'agit de Siméon Bessassé. Merci. Merci et salutations également à toute la population de Edea. Alors, comment vous avez fait pour venir ici? La circulation dans la ville de Douala, assez complexe depuis ce matin. Enfin, depuis quelques jours déjà. Il faut dire que c'est un cas qui est en train de se généraliser parce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un axe à Douala où il n'y a pas d'embouteillage, où il n'y a pas de creux, où il n'y a pas de bousculade. Je pense que c'est une situation, c'est un donné à voir qui doit davantage interpeller, un donné à penser dans la conscience ou les consciences de nos dirigeants, des pouvoirs publics qui doivent comprendre qu'en réalité, l'économie également est tributaire de la qualité des routes parce que vous ne pouvez pas imaginer combien ça coûte par exemple à une ville comme Douala lorsque vous faites 10 minutes dans un taxi, 45 minutes dans un taxi, pratiquement 2 heures. C'est vraiment un problème qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention parce que si ça perdure, ça risque d'entamer l'économie camerounaise. D'accord, merci d'être venu. Yves Abama, acteur politique du RDPC, merci de votre présence sur le plateau. Oui, bonsoir aux companélistes, bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Le RDPC est heureux de participer au débat sur votre chaîne une fois de plus et ma modeste personne encore plus heureuse de le représenter. Je voudrais dire que sur le cas des... Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous laissez la ville de Douala pourrir? Oui, je savais que vous alliez... On a perdu un commandant aujourd'hui sur l'axe Garouanga-Moundéré, toujours à cause de la route. Oui, je savais que vous alliez me poser cette espèce de colle, mais je dois dire que la saison des pluies est en train de malheureusement accélérer le processus de dégradation des routes et elle montre encore à la face du monde ô combien il est important que le Cameroun relève ce défi infrastructurel, surtout au niveau routier. Vraiment, il y a urgence là et
à tous les niveaux, il faut que les choses bougent. Quand je dis à tous les niveaux, je pense au niveau central avec le ministère des Travaux publics. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ça, on se demande bien ce qui se passe au niveau du ministère des Travaux publics. Mais je pense quand même que on peut aller encore un peu plus vite. Je pense au ministère de la Ville, je pense au je pense même aux communes d'arrondissement. En réalité, il y a un travail de synergie à faire pour limiter, parce que peut-être on ne pourra pas atteindre ce défi infrastructurel à 100%, mais il y a quand même permettre au moins que la circulation soit fluide dans une capitale économique un peu comme Douala. Merci d'être venu. Maître Fidèle Ndioumbé-Sig, avocat au barreau du Cameroun du MRC. Bonsoir. Bonsoir Lé, c'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau pour partager avec les companélistes les points de cause des multiples embouteillages de la ville. C'est compliqué. Et qui démontre que le régime en place n'a rien fait pour rendre la fluidité et la mobilité facile dans nos villes, parce que ce n'est pas seulement la ville de Douala qui connaît ce genre de problème. Lorsque nous allons à Yaoundé pour sortir de la ville et prendre le chemin de Douala, ou la route de Douala qu'on appelle pompeusement Arcelou, qui n'en est pas un. Mort. Oui, il faut dire axe de la mort. Et il me souvient quand je composais le probatoire, je pense que c'était en 89, j'étais en classe de premier allemand. Le titre du texte qui nous avait été proposé, Die Straße des Todes. Die Straße des Todes, ça veut dire depuis le début de la construction de cette route, ça n'a pas été prévu pour être un axe lourd. On a fait croire aux Camerounais que c'était un axe lourd, et les Camerounais avaient pris cette route, croyant que c'est vraiment l'axe lourd comme on l'a dit. Et depuis le début de la construction de cette route, il y a eu des morts. Je vous parle là de 1989. D'accord, on a compris. En 1989, complot probatoire, et le titre, c'est Die Straße des Todes. Notre sort aujourd'hui, c'est que les choses puissent s'améliorer, mais nous espérons, parce que quand j'ai entendu Yves Abama parler tout à l'heure au niveau des communes, au niveau des régions et tout cela, nous nous posons la question de savoir ce qui les retient, ce qui les empêche de transférer suffisamment de ressources, au niveau on reviendra sur cette thématique-là, mais j'ai envie de vous poser cette question. Ça ne va pas dans les routes, mais au sein du MRC, ça bouillonne depuis ces derniers temps. On a des guerres de personnes, si je peux appeler ça ainsi. Ça va? C'est gérable? Le mouvement entre Ndoki, Tamfou, ça va? Le mouvement pour l'instant du Cameroun se porte très bien, se porte à merveille. Et s'il y a... S'il vous plaît, je ne vous ai pas adressé la parole, s'il vous plaît. Je ne comprends pas pourquoi une certaine opinion se focalise seulement sur ceux qui quittent le train, puisque le train de la Renaissance est en marche. Ce sont des candidats pour la présidence du MRC. Non, c'est le souffle de l'espoir pour les Camerounais. Et qu'à chaque gare, lorsqu'il y a certains qui descendent, il y a plusieurs qui montent. Parce qu'on ne fait pas souvent le cas de ceux qui ont démissionné du RDPC pour adhérer au mouvement pour l'instant du Cameroun. Récemment, il y a un jeune de Mora, président des jeunes RDPC de Mora qui a démissionné. Si tout va bien au sein du tout va bien. Bon, et ceux dont vous faites cas, c'est-à-dire Maître Noki, est en mésintelligence avec le parti, elle et Maître Tamfou ont enfreint les statuts et le règlement du parti, et pour le moment ils sont traduits devant l'instance compétente. Et lorsque l'instance compétente aura statué, les Camerounais sauront ce qui va se passer. Toujours est-il, on suit cette actualité avec vous, puisque ça anime la scène politique au Cameroun, mais on va rester sur la thématique du jour liée à ce nouveau pacte financier mondial. Alors Alain, vous, à votre niveau, en tant qu'opérateur économique, expert financier, comment est-ce que vous avez apprécié ce qui s'est passé à Paris pendant ces 2 jours? Alors, ce qu'on doit dire, c'est que ce sont de grandes discussions qu'il y a eu déjà sur la structuration de l'architecture institutionnelle, la Banque mondiale, le FMI, pour une meilleure représentation des pays pauvres, des pays africains. Il faut savoir que nous avons à peu près
750 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui. Et il y a 10 millions de personnes qui vont vraiment vers l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui n'arrivent vraiment pas à se nourrir. Donc il faut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a ces sommets-là. Voilà. Alors, il faut faire quelque chose, mais on a des États qui sont surendettés. Ça veut dire que quand on est endetté, si on a de l'argent, je prends l'exemple du Kenya, qui a 10 milliards de dollars de dette, et le président kenyan disait que le choix est vite fait, c'est-à-dire que qu'est-ce que je pouvais faire si je n'avais pas à payer la dette? Parce qu'il faut développer. Il faut financer l'éducation, il faut financer la santé, il y a l'énergie. La crise climatique aussi. Voilà, la crise climatique, il faut pouvoir le faire, mais les marges de manœuvre budgétaires des États sont vraiment limitées. Voilà, donc face à cela, il y a la question également de l'équilibre entre la préservation de la biodiversité et le développement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir concilier tous ces aspects en même temps pour pouvoir aller de l'avant. De l'autre côté, on a eu des idées qui ont émergé au niveau de ce sommet. La première chose dont je pourrais parler, c'est le développement des chaînes de valeur locales dans les pays. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'au moins faire une première transformation avant de faire des exportations de matières premières, de produits, de matières premières. Il faut faire une première transformation pour pouvoir booster un peu le PIB des différents pays et garantir également l'emploi. En même temps, il faut intéresser les acteurs privés aux pays pauvres. Quand on parle de secteur privé ici, dont on demande une plus grande implication, aujourd'hui, le principe maintenant, c'est que si on investit 1 euro vers des pays pauvres, il faudrait que ce soit 1 euro public, 1 euro privé. Là, je parle des fonds internationaux. Alors, on a constaté que les fonds de pension, les fonds d'investissement, les fonds souverains, tout ce qui est private equity, qui ont des solutions innovantes en termes de renforcement de fonds propres, n'investissaient pas suffisamment dans les pays pauvres en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements qui sont jugés risqués. Parce qu'eux aussi, ils ont prêté de l'argent quelque part avant de pouvoir réinvestir. Alors, les solutions qui sont proposées à ce niveau, c'est ce qu'on appelle des garanties sur les premières pertes. On va revenir sur les solutions tout à l'heure, le temps d'évacuer un peu le sommet en lui-même. Armel, il y a justement que ce nouveau pacte financier-là arrive dans un contexte avec de nombreuses crises, un peu comme l'évoquait Alain tout à l'heure. On a Covid, on a la pauvreté, on a cette crise climatique qui s'impose à nous, on a l'Ukraine même qui s'impose à nous. Oui, je suis parfois turlupiné lorsqu'on parle de ces choses, des sommets sur le plan international, des pactes sur le plan international, parce qu'en réalité, cela témoigne de la crise de la gestion de la coopération internationale. Parce qu'en réalité, vous devez savoir qu'il y a deux types de gestion de la coopération internationale lorsqu'il y a un problème sur la scène internationale. Il y a la méthode bilatérale où un État peut échanger avec un autre État. Il y a également les mécanismes multilatéraux. Or, vous allez vous rendre compte que l'irruption des sommets depuis un certain temps sur la scène internationale témoigne de la crise, n'est-ce pas, de ces deux modèles. Parce qu'on voit comment les États aujourd'hui ont du mal à collaborer l'un l'autre. Fondamentalement, si on prend par exemple le cas de la France-Afrique, on voit bel et bien qu'il y a crise entre la France et ses ex-colonies. Donc, je voudrais inscrire ces sommets-là sous le joug, n'est-ce pas, de la continuation du paternalisme qu'on a vu dans le passé. Parce que ce sommet-là n'est pas une solution aujourd'hui face à cette crise financière que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ça, c'était la première précision que je voulais faire. La deuxième précision, il faut comprendre que cette façon de faire, n'est-ce pas, ici, s'inscrit dans l'approche historique. Moi, je vais beaucoup plus analyser ce pacte-là, n'est-ce pas, sous l'angle des pays africains. Parce que qu'est-ce que les pays africains gagnent là-dessus? Moi, je vois tout simplement que ce pacte-là est la continuation des mécanismes que nous avons vus dans le passé, dans les relations des pays, entre les pays africains et les pays occidentaux. Parce qu'on part de pacte en pacte, mais que le problème ne se résout pas sur le terrain. Du point de vue historique, vous devez savoir que nous sommes partis du pacte de l'esclavage.
l'Afrique a connu le pacte de l'esclavage avec ses pays occidentaux. Et lorsqu'on a dénoncé le pacte de l'esclavage, ils nous ont présenté le pacte de l'impérialisme. Après le pacte de l'impérialisme, le pacte de la colonisation. Après le pacte de la colonisation, le pacte des accords, n'est-ce pas, lyonnais. Et aujourd'hui, on est en train de nous présenter le pacte de Paris comme étant la nouvelle solution à ces différentes crises. Donc, pour moi, en tant que panafricaniste et internationaliste, je vois tout simplement que cette communauté internationale a du mal à changer sa méthode. Cette communauté internationale a du mal à toucher le véritable problème qui concerne, n'est-ce pas, ici les pays africains de manière particulière et les pays, n'est-ce pas, du monde de manière générale. Aujourd'hui, pour les pays africains, ce qui était important pour les pays africains dans ce sommet-là, c'est quoi? C'est que il fallait qu'on s'attaque sur le sempiternel et traditionnel problème de la dette. D'accord? Sur cette dette-là qui est extérieure aux pays africains du point de vue de son origine. Aujourd'hui, les pays africains ont un fardeau sur la tête parce que cette dette-là est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'arrive pas à faciliter le décollage économique des pays africains. Donc il était important que la communauté internationale et fondamentalement la France, parce que c'est la France qui était l'organisateur de ce sommet-là, fasse un ajournement pour comprendre qu'en réalité, c'est sa méthode qui a du mal à passer sur la scène internationale. Et si vous pouvez me donner encore 2 minutes, vous allez comprendre quelques secondes. Il faut également inscrire ce sommet-là dans ce que j'appelle souvent la défractation de la centralité sur la scène internationale. On voit que Paris est en train de vouloir jouer la survivance dans ces multiples crises qu'elle est en train de traverser. Lorsque vous voyez la scène internationale aujourd'hui et plus précisément la configuration des rapports internationaux, vous voyez bel et bien que la France est dans une situation, n'est-ce pas, inconfortable. Elle est en train de chercher les moyens pour essayer d'endiguer, n'est-ce pas, à l'époque, le communisme, mais aujourd'hui, l'influence de la Russie qui est de plus en plus en train de prendre l'ampleur sur la scène africaine. D'accord. Alors, Fidèle, il y a dans Le Monde paru aujourd'hui avec cette réflexion de Gilles Dufresneau, c'est un professeur en sciences politiques, en précisant que ce sommet de Paris a évité d'aborder les questions les plus embarrassantes pour le continent africain. On a fait un peu du saupoudrage en invitant quand même les chefs d'État et oublié ou alors limiter les véritables questions pour ce qui concerne notre continent africain. Oui, je pense qu'il a tout à fait raison parce que voyez-vous, au cours de ce sommet, ils se sont limités beaucoup plus à faire des constats et à indiquer que la structure financière internationale, l'architecture financière internationale n'a pas donné les résultats escomptés et que les pays en voie de développement n'ont pas tiré tous les avantages de ce système financier international et que dans ce circuit financier international, comme vient de dire le copanéliste, il y a eu que le surendettement des pays africains, c'est-à-dire au lieu que les pays africains profitent de la dette pour se développer, ils se sont plutôt endettés et aujourd'hui ils sont dans une situation de surendettement et un surendettement qui bloque le développement. Et la question se pose de savoir pourquoi c'est toujours les autres qui vont parler des problèmes africains. Pourquoi nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous réunir entre nous pour voir comment nous devons utiliser les ressources dont nous disposons pour notre développement et créer un marché financier africain, un marché des capitaux africains qui pourrait nous permettre d'impulser le développement. Parce que vous voyez qu'à ce sommet, on parle des Africains, des pays en voie de développement, dont le système financier international actuel ne leur a pas profité, parce que le coût de loyer de l'argent est très élevé et qui ne sont pas favorables à ce qui est le développement. Et maintenant, s'agissant de la biodiversité, c'est toujours les pays africains qui sont au centre parce que pour l'écosystème du monde... Ces pays riches polluent les pays africains. C'est les grandes puissances qui polluent plus. Et pour protéger l'écosystème, on a besoin beaucoup plus de pays africains avec, si nous prenons l'exemple du Cameroun, avec nos forêts, qu'il faut peut-être nos forêts. Et c'est là où je rejoins Alain qui parlait de la conciliation entre le développement et la protection de l'écosystème, la biodiversité. Parce que si la plupart des pays africains aujourd'hui constituent le poumon
du monde. Et qu'il faut préserver, il ne faudra pas exploiter ces richesses qui peuvent être, ça dit, nos forêts ou bien d'autres ressources minières qu'il ne faut pas exploiter dans le but de protéger l'écosystème. Il faut la contrepartie. Il faut une contrepartie pour le développement et je pense qu'au cours de ce sommet, on a relevé qu'il y avait une promesse de constitution d'un fonds de 100 milliards de dollars pour compenser ces pertes que subissent la plupart des pays vulnérables qui subissent le dérèglement climatique. Mais jusqu'à aujourd'hui, les grandes puissances, ils n'ont pas constitué ces fonds. D'accord. Alors Yves, on reste toujours sur cela. C'est quand même un discours tenu depuis quelques années déjà par le chef de l'État. Il appartient désormais aux pays développés de respecter leurs engagements, en l'occurrence la constitution d'un fonds dont parlait tout à l'heure Maître, de 100 milliards de dollars en faveur des pays vulnérables pour compenser les pertes et dommages qu'ils subissent du fait de ces dérèglements climatiques. Vous prenez uniquement ce volet-là? Oui, je voudrais dire qu'en réalité, je comprends largement ceux qui estiment que c'était un sommet pour rien. Je les comprends largement, je comprends largement ces gens-là. Pourquoi? Parce que d'abord, vous dites sommet sur un nouveau pacte financier mondial. Vous n'avez pas les États-Unis, vous n'avez pas la Chine, vous n'avez pas l'Inde. La Russie. Ouais, c'est déjà un problème. Donc on a le sentiment que ce sommet avait un objet qu'on n'a pas voulu donner de manière officielle. On a dit, il y avait la thématique, le renforcement des financements à destination des pays moins avancés, des pays plus vulnérables ça, c'est ce qu'on a mis sur la table. À la réalité, ce n'était pas ça. Parce que les acteurs absents devaient être là pour que des décisions soient prises. Et je vous rappelle que avant même la tenue de ce sommet, le président français avait déjà prédit, il avait dit, il n'y aura pas de décision, donc Paris ne décide de rien. Vous voyez, en réalité, c'était une concertation pour la concertation. Et c'est pour ça que vous allez remarquer quelques interventions quand même de chefs d'État assez terribles. On a Ramaphosa et Lula da Silva. Je vais même aller plus loin, le président tunisien. Tunisien. Vous avez vu les interventions qui montrent que eux-mêmes, les Africains, ne croient plus à ce genre de choses. Et ils utilisent ce genre de sommet juste comme des tribunes. Des tribunes pour venir dire à ces gens, attendez, ce n'est pas la première fois que vous nous réunissez. Vous avez dit, en 2009, vous nous avez dit qu'il y aurait 100 milliards. Les 100 milliards sont passés où? Vous nous avez annoncé le financement de l'éducation parce que vous avez estimé que plus on est instruit, plus on est vecteur de développement. Le financement de l'école, c'est à quel niveau? Le financement de la santé. Je pense que le président Ramaphosa est même revenu sur l'attitude de l'Occident en période Covid. C'est-à-dire que les vaccins sont là. Il y avait une égalité. Les Africains sont reconnus par tout le monde comme les plus vulnérables. Mais les uns les autres se comportent comme si, en réalité, la vie n'avait de sens qu'en Occident. Vous voyez? Donc, très sincèrement, je comprends ce qu'ils disent. C'était un sommet pour rien. On n'est pas loin de là. Et puis, la question de la dette. Quand on parle de la dette, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un cycle? C'est-à-dire que c'est un cycle infernal dans lequel le pacte financier mondial actuel nous tient. Et à chaque fois, on renouvelle et on recommence. À un moment donné, je pense même à un horizon de 5 ans, 10 ans, on vous dira, effacement de la dette, et puis recommencement de la dette, et puis. C'est un cycle infernal dans lequel on doit sortir les pays africains. Et je suis heureux d'avoir un financier sur le plateau. Peut-être je vais dire des bêtises, il va me corriger. On ne dit pas des bêtises, on réagit tout simplement. Vous voyez, la dette en elle-même est un problème. Pourquoi? Parce qu'au moment où on vous la donne, on vous l'octroie. D'accord? On vous dit par exemple, on vous a octroyé 100 francs. Vous avez chez vous les multinationales qui pompent le même argent et qui le renvoient de l'autre côté. Des études ont montré que lorsque vous avez 100 francs, vous avez eu 100 francs comme allocation pour la dette, à la même période, ils sont de votre pays 100 francs fois 10 fois 20 fois 30. On crée l'appauvrissement par la dette. Il faut que nos partenaires internationaux, nos partenaires développés soient sincères envers les États africains. Qu'on n'ait pas des accords dolosifs, des accords où, sur la place publique, on dit « Oh, on vous a donné ci, on a donné ça ». Mais dans la pratique, on se rend compte que la famine, la pauvreté ne fait que pousser. Il faut que les uns et les autres soient sincères et puis qu'on arrête avec les discours pour les discours. D'accord. Et vous savez que Canal 2 International était en plein cœur dans cet événement-là du côté de Paris avec nos envoyés spéciaux Eric Goff-Kouachou et Rodrigue Tonguet. Je vous propose d'écouter cet élément réalisé par notre directeur de l'information de ce côté de Paris après le sommet.
En clôture des travaux de ce vendredi ici à Paris, le président français a évoqué le consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial afin de le rendre plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Il faut commencer le travail dès maintenant, a précisé Emmanuel Macron en annonçant une réunion de suivi à Paris, ici même dans 2 ans, pour mieux s'armer financièrement dans la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique qui sont les dorsales de ce sommet. Quelques annonces quand même. La restructuration envisagée des dettes des pays pauvres et vulnérables au changement climatique. On a évoqué le cas du Tchad, pour citer le pays le plus proche, mais aussi la réforme du Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale, l'apport du secteur privé et de nouvelles taxations sur les émissions de carbone, de l'industrie, du transport maritime également. Autre point, ici, l'objectif de réalisation de 100 milliards de dollars annoncé par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. En gros, une augmentation de 200 000 dollars de la capacité de prêt de la banque ou des banques multilatérales. Nouvelle feuille de route de coordination entre États, Banque mondiale et le FMI. Le vœu presque réalisé que Paris soit le nouveau porte-avions de la révision des accords de Bretton Woods. Ils sont vieux, ces accords-là, de 70 ans et plus. En revanche, l'Afrique et quelques organisations non étatiques un peu sceptiques sur les engagements, Greenpeace France, Care France, 350 ont par exemple projeté hier à l'ouverture sur la façade du Palais Brongniart un message revendicatif pour réclamer une taxation des industries les plus polluantes. Et dans certaines délégations officielles africaines, on ne cache pas la curiosité de voir le déblocage annuel des fonds Climat Afrique qui apporte exactement une grande part dans les réserves énergétiques, climatiques et minières dans le nouveau pacte entrevu ici à Paris. Et Eric Golf-Kouachou, pour ce condensé de ce sommet, Alain, pourquoi c'est si difficile de fixer finalement une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Nord et le Sud? Bon, je pense qu'il faut vraiment vivre dans ces réalités. Les États africains sont déjà endettés. On est membre des organisations internationales, on paie nos cotisations. Tout ce qu'on demande, c'est un dialogue un peu plus équilibré. Les choses paraît difficile parce que on attend toujours beaucoup de sommets. Je pense qu'il faudrait que nous aussi on prenne conscience que si on vous annonce un sommet l'année prochaine, il ne faut pas continuer à attendre. Mais je pense que c'est un dialogue qui doit se poursuivre. Parce que c'est au niveau des chefs d'État, ils doivent continuer à se parler, ils doivent essayer de trouver des solutions pour améliorer des choses. Il y a des pays comme la Zambie, qui a 6,3 milliards de dettes. La dette de la Zambie a été restructurée. C'est un pays qui était vraiment en train qui était en sérieuse difficulté. Il y a le Ghana également qui est en sérieuse difficulté. Il y a des choses qui sont faites. Il y a également la question du Tchad. Donc je crois que malgré toutes les difficultés, on est dans les réalités, on est déjà endetté, c'est un fait. Et parlant un peu d'annulation de la dette, parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on annule de la dette, après c'est difficile de se réendetter. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est pris quelque part pour prêter. Et lorsqu'on annule, on ne peut plus, ça va être difficile de s'endetter. Mais par contre... Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour nous maintenir... Non. Je pense qu'il faut aussi qu'on essaye de prendre notre destin en main. C'est nous qui faisons les choix économiques dans nos pays, quelque part. C'est-à-dire que c'est aussi... Si on dépend du FMI, de la Banque mondiale, est-ce que c'est possible? Que vous dépendiez du FMI ou de la Banque mondiale, c'est vous qui utilisez les fonds. C'est-à-dire que si vous avez des fonds pour faire un pont, il faut faire le pont avec... il faut bien utiliser ces fonds-là. Il y a des scandales financiers. Mais est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée? Non. Quoique, il faut reconnaître que parfois, dans certains pays, la dette, elle est insoutenable. Mais le problème, c'est aussi l'utilisation des fonds. Comment est-ce qu'on oriente notre budget? Voilà, une seconde. Parce que les pays européens, laissez-le terminer. S'il faut faire le parallèle, les pays développés, ils sont beaucoup plus endettés que nous. Ça, il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de la dette?
Développe le pays. Voilà, si vous vous endettez pour faire les autoroutes, si vous vous endettez pour faire le train, il y a des c'est à l'avantage des populations. Voilà, il y a des choix économiques qui sont clairs. Moi, je pense qu'il faut continuer à aller défendre nos intérêts dans le sens de notre représentativité. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est de faire un peu des réformes dans les organisations qui existent aujourd'hui, telles que c'est structuré. Donc, il y a les BRICS, les pays du BRICS, c'est-à-dire qu'il y a le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui ont créé une autre institution internationale de financement. Là, on a vu qu'il y a un réel changement. Mais sur le sommet de Paris, on constate qu'on veut faire un peu mieux fonctionner les institutions qui existent et tenir un peu les vieilles promesses. On essaye quand même d'avoir des avancées quelque part. Voilà. Donc, c'est un peu... je pense que chaque pays qui va à un sommet doit essayer de tirer le bénéfice, ce qu'il peut obtenir en termes d'allègement des dettes, en termes de restructuration des dettes, et surtout également attirer les investisseurs vers notre pays. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il y a des fonds d'investissement qui n'interviennent pas beaucoup dans nos pays. Et lorsqu'on parle de structurer les chaînes de valeur locales, c'est de faire en sorte que ceux qui achètent de la matière première puissent venir investir directement dans notre pays. D'accord. Alors, Armel, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est que l'Afrique, c'est un continent extrêmement riche et ces pays étrangers là viennent ici peut-être sur le continent africain s'enrichir. Comment se fait-il qu'on se retrouve en train d'aller demander des besoins, des capitaux à long terme de l'autre côté? Tout part même de la division du monde par ces pays occidentaux. Parce qu'il faut le dire, c'est difficile aujourd'hui parce que ces pays occidentaux-là ont divisé le monde en deux. Un monde du centre et un monde de la périphérie. C'est-à-dire un monde du centre qui devait être un monde du bonheur, un monde industrialisé qui est le leur, et un monde de la périphérie qui est nanti des matières premières, des ressources naturelles, lesquelles ressources naturelles ne devraient être mises à la disposition que de ces pays du centre. Et l'Afrique, dans cette schématisation-là, occupe une place très importante. Donc, les pays occidentaux travaillent quotidiennement pour que ces pays périphériques ne puissent pas connaître du bonheur, la prospérité. Ces pays, n'est-ce pas, périphériques, doivent être maintenus dans le chaos pour que leurs ressources naturelles et leurs matières premières, n'est-ce pas, bénéficient à ces pays occidentaux. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui s'est passé à Paris, là, participe tout simplement à ce que j'appelle souvent les mécanismes d'instrumentalisation de l'aide publique au développement, qui a été pensé comme un outil, une méthode de développement des pays africains après les indépendances. On a besoin de ces gens pour financer... Non, pas forcément. C'est des mécanismes d'instrumentalisation parce qu'on voit que depuis Mathusalem, cette méthode-là n'a pas marché. Depuis Mathusalem, cette méthode-là est, n'est-ce pas, ici entachée de plusieurs limites. Vous savez que l'aide publique au développement, c'est deux caractéristiques importantes qui l'embrigadent et qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas bénéficier au pays, n'est-ce pas, ici, qui la reçoivent. Nous avons le principe de la sélectivité et le principe de conditionnalité. Voilà les deux grands principes qui accompagnent cette aide-là et qui fait en sorte que cette aide-là ne soit pas efficace sur le terrain. Ces pays occidentaux-là, même comme ils se sont réunis là au sommet de Paris, c'est un sommet qui ne va pas englober tous les pays. Mais est-ce qu'on n'a pas vu la sincérité de certains chefs d'État africains au cours de ce sommet-là pour montrer au moins quand même que les choses avancent et que les mentalités ont évolué, même si ça reste statique sur un certain nombre de points, mais il y a quand même une volonté de pouvoir dire à l'autre en face que les choses ne sont plus comme avant. De la part de qui? De ces pays occidentaux? Non, il y a les chefs d'État africains qui ont pris la parole avec un ton suffisamment dynamique. Quand on parlait tout à l'heure du président sud-africain, on parlait du président tunisien par exemple. Pour dire la vérité, pour dire la vérité à ces bailleurs de fonds-là. Oui, oui. Pour leur dire qu'en réalité, leur méthode n'est plus efficace sur le terrain. Ce que nous demandons aux pays africains aujourd'hui, c'est qu'il y a une alternative. D'accord? Vous ne pouvez pas penser que la liberté vous sera donnée. La liberté, elle s'arrache. D'accord? Lorsque vous êtes dominé pendant plusieurs années, vous devez penser les méthodes de révolution pour sortir, n'est-ce pas, de cette domination-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de la défractation de la centralité sur la scène internationale. Paris, aujourd'hui, est en train de voir que l'irruption d'un nouvel monde qui est de plus en plus irréversible, conforté par ce que le co-panéliste a appelé les BRICS aujourd'hui, est en train, n'est-ce pas, de prendre tous les États. Tous les États sont en train d'adhérer aujourd'hui, de basculer à ce nouveau pôle
qui est en train de résoudre, du moins ce qui porte les fruits sur le terrain concernant les problèmes des pays africains en général et les problèmes des pays sous-développés de manière globale. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Paris est en quelque sorte comme ce chien-là. Et vous savez ce qui caractérise le chien. Le chien ne change jamais sa méthode de s'asseoir. Et le chien mange souvent ce qu'il vomit. Donc aujourd'hui, moi je pense que Paris est victime de ses propres turpitudes parce qu'il faut parler de Paris. C'est Paris qui est en train d'instiguer tout cela parce que c'est Paris qui est au centre de tout cela. Les pays africains aujourd'hui doivent sortir de cela. Le Mali est en train de montrer l'exemple. Nous ne sommes pas des turiféraires des révolutions, mais nous pensons qu'à un certain moment donné, lorsque vous avez des épées de Damoclès qui pèsent sur vos têtes et qui vous empêchent de vivre, il est souvent important de recourir à la légitime défense et de faire la révolution. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains doivent, n'est-ce pas, ici suivre l'exemple du Mali, du Burkina Faso. Bref, tous les pays africains aujourd'hui ont besoin de subir des transitions. Parce que la majorité des États africains aujourd'hui sont des dépositaires, n'est-ce pas, des États coloniaux. Et lorsqu'on parle transition pacifique. Oui, une transition pacifique. Donc aujourd'hui, il est question de sortir de ces systèmes néocoloniaux pour, n'est-ce pas, ici, instaurer des nouveaux systèmes qui seront cette fois-ci en phase avec les originalités des peuples. Mais Fidèle, pourquoi l'Afrique reste dépendant de l'aide publique à ce niveau, au point où on ne peut véritablement pas décider par nous-mêmes au regard de notre potentiel? Et on n'a pas vu des chefs d'État carrément boycotter un pareil sommet en sachant bien évidemment qu'il n'y aura rien de bon qui pourrait sortir de là. Parce que c'est les mêmes discours tenus par les chefs. Quand on prend même le chef de l'État du Cameroun, c'est le même discours qui tient depuis des années qu'il allait réappeler aux côtés de ces pays étrangers-là. Il y a un adage qui dit que lorsqu'il t'arrive un malheur, cherche d'abord la cause en toi-même. Parce que c'est toujours très facile de rejeter la responsabilité sur les grandes puissances. Moi, je pense que les grandes puissances ne sont pas les seuls responsables de la situation des pays africains. Et il est bien vrai, et nous sommes dans la scène internationale, dans les rapports internationaux. On a les accords qui ont été signés partout. Oui, les accords dans lesquels chaque pays cherche à sauvegarder ses intérêts. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Et tant que nous serons faibles, ces pays, ces grandes puissances vont toujours chercher à profiter, chercher à tirer les gros avantages pour leur pays. Maintenant, il revient à nos pays, il revient à nos dirigeants de faire la révolution. Parce que cette révolution-là ne peut advenir, comme disait le professeur Maurice Kamto lors de la dernière conférence qu'il a tenue à Paris sur les diasporas africaines. Ça ne pourra advenir que lorsqu'il y a la pensée stratégique. Et au cours de cette conférence, il a énuméré 5 semences qui pourront aider les Africains à faire la révolution. Parce que nous pourrons nous détacher de cette dépendance des puissances occidentales que si, par la pensée stratégique, nous arrivons à exploiter nos ressources. Parce que nos ressources sont énormes. Et ce que mon compagnoniste vient d'énoncer tout à l'heure, que dans la pensée occidentale, il faut absolument avoir les matières premières pour alimenter leur industrie. Tout à fait. Et c'était même la raison fondamentale de la colonisation. Ces puissants ne vont pas d'un coup lâcher prise, parce qu'elles tirent les matières premières pour approvisionner leurs industries. Du moment où nous pouvons décider de transformer nos matières premières et en voir les produits finis, ça pourra équilibrer les rapports de force. Tant que nous ne faisons pas ça, il n'y aura pas d'équilibre des rapports de force. Et pour le faire, il faut que nous ayons, comme le professeur Maurice Kamto le dit, il faut la technologie et la science. Chaque fois que ces gens-là nous ont battus, même pendant le temps de l'esclavage ou pendant la colonisation, c'est parce que nous étions en infériorité technique, en infériorité technologique. Parce que si nous avons, et aujourd'hui, dans le monde actuel qui est interdépendant et interconnecté, les Africains, avec le temps, ont acquis la connaissance nécessaire.
aujourd'hui, lorsque vous voyez dans la diaspora, nous avons suffisamment des compatriotes bien formés qui peuvent réaliser dans nos pays les industries qui se réalisent dans les pays occidentaux. D'accord, un peu comme... Oui, un peu comme Alain disait tout à l'heure, qu'il faudrait que chaque pays puisse produire et intéresser. Exact. D'accord. Exact. Et également, nous avons besoin, et c'est pour ça que je voulais parler des chefs d'État qui vont à ce genre de sommet, parce que vous savez qu'il se pose un réel problème chez nous de gouvernance dans les pays africains. Ne nous cachons pas. S'il y a surendettement, c'est aussi parce que l'usage de la dette n'est pas bien. La corruption, les détournements. Il y a la corruption et le détournement. Et il y a surtout les surfacturations. Oui. Vous avez, par exemple, les stades pour la CAN. Vous voyez ce qu'on a dépensé pour la CAN. L'autoroute qui, en 10 ans, on n'a que 60 km et que le coût, c'est 7 milliards le kilomètre. Alors qu'ailleurs, dans certains pays, c'est 1 milliard, 2 milliards le kilomètre. Vous voyez le surendettement comme ça, et bien, vous voyez le port en eau profonde. Après, on va se retrouver pour les emprunts obligataires. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi c'est si difficile alors de mettre sur pied cette belle idée de ce marché africain des capitaux pour le financement du développement de l'Afrique sur le plan structurel, tel que crié depuis par le chef de l'État? Il manque de synergie entre ces chefs d'État africains pour être véritablement indépendants. Oui, et avant de répondre à votre question, je veux dire qu'il faut qu'on élargue les biais de notre débat. Quand les gens vous disent l'autoroute au Cameroun, 7 milliards, ailleurs c'est mieux, non. Je voudrais dire, je prends un cas simple et l'expert va me corriger, c'est notamment parce que ceux qui connaissent ces choses-là. Le kilomètre d'autoroute dans les pays développés, exemple la France, c'est dans les 5 milliards de francs, 5 milliards 300 millions chez eux là-bas. Il est normal que chez nous, avec tous les aléas supplémentaires qu'on aille un peu plus loin. Donc ça, c'est un premier point. S'il te plaît. C'est la même chose. Ne lisez pas ça. Ne vous contentez pas des réseaux sociaux. Donc, et maintenant, je voudrais revenir sur un autre élément que Alain a mentionné. Il a parlé de la rationalisation de la dette. Et je suis d'accord avec lui. Il faut rationaliser la dette. Mais je pose la question. Quand on essaye de s'endetter pour développer les chaînes de valeur locales, Alain, vous qui êtes expert financier, est-ce que c'est facile de trouver de l'argent sur le marché pour développer les chaînes de valeur locales? Mais il y a de l'argent gaspillé partout, tout le jour, dans le pays, acheter des voitures, le train de vie de l'État. Lille. Ne prenons pas les choses comme ça. Prenons le budget de l'État. Donc, à mon avis, l'âme nous regarde. Il nous regarde. Voilà. Prenons le budget. Regardons la part qui est consacrée à l'investissement. Regardons la part qui est consacrée avec les sous-consommations du budget. Voilà. Et on va se rendre les sous-consommations du budget d'investissement. Voilà. On va se rendre compte qu'en réalité, on a besoin d'argent sur fonds propres. C'est difficile d'investir intégralement sur le développement des chaînes de valeur locales. On a besoin de partenaires et là on ne les voit pas. On a des partenaires pour quoi? On a des partenaires pour des stades, on a des partenaires pour des routes, on a des partenaires pour des choses qui n'apportent réellement pas de la valeur ajoutée. Et on va vous dire que ces infrastructures, une fois qu'elles sont construites, par exemple on parle de l'autoroute, l'entreprise étrangère, les financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'exploitent pour un moment et nous, on vient la récupérer qu'un peu plus tard. Donc, on n'est pas sûr que ce sont des investissements qui font reculer la pauvreté. Maintenant, je voudrais dire une autre chose. Le Ghana, et j'ai aimé qu'ils prennent l'exemple du Ghana. Il y a 3 ou 4 ans, le Ghana menaçait de claquer la porte des institutions internationales parce qu'il estimait qu'ayant remboursé la dette, il peut s'auto-gérer, il peut être correct, il peut se prendre en main lui-même. Et vous savez que le Ghana a toujours été cité en Afrique comme un exemple de bonne gouvernance. Mais que ce même Ghana soit à la table, à négocier, à crier pour que le FMI et la Banque mondiale lui viennent en aide, ça doit nous aider à comprendre quelque chose. Et là, je reprends ce que Maître Fidèle Dubuisset a dit. On n'accuse pas les autres, on n'accuse pas l'Occident pour rien. L'Occident est responsable à plus de 80% de la pauvreté en Afrique. Ils nous soumettent un pacte financier qui fait que nous sommes dans des conditions où l'argent, nos économies ne peuvent pas capter de l'argent. Les mamans ne voient pas l'argent circuler au marché. Pourquoi? À peine il est entré qu'il ressort. Les multinationales. Est-ce que vous savez que des études ont été faites pour démontrer que le commerce international est une grosse source d'évasion fiscale? Vous voyez? Pourquoi ce qu'ils font ici, moi, on ne peut pas le faire de l'autre côté. Vous pensez que mais parce qu'il n'y a pas de laxisme, non? C'est pas une question de laxisme. J'en prête un mot à on ne peut pas frapper. Mettre à utiliser une expression. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mettre à utiliser une expression tout à l'heure, il a dit le rapport de force. Le rapport de force est tel que ce que ces gens-là nous imposent, nous ne pouvons pas le leur imposer ici. On ne peut pas, on n'a pas les mêmes moyens.
Vous avez un sol qui est riche. Non, et on a un vous sol pouvez qui est riche, décider on a un sol qui est riche, mais on n'a pas les moyens pour l'exploiter de manière optimale. On est obligé de les appeler, d'accord? Il y a une autre étude qui a démontré ici que ces gens-là, je vais vous montrer jusqu'où ils sont pernicieux. Quand il faut financer les projets dans le domaine de l'éducation, ils ne se pressent pas beaucoup. Et vous savez dit que le Japon a construit les écoles un peu partout. Hein? Non, la construction des écoles est une chose. Ça, c'est pour le cas du Japon. Je parle de l'Occident, je parle pas... La France va vous dire, avec la France uniquement, vous avez les universités françaises, vous avez tout ça ici. Non, si vous faites le ratio entre les promesses dans le domaine de l'éducation et les financements, vous allez vous rendre compte qu'on aura peut-être un rapport de 1 sur 10. Et ce n'est pas innocent, ça s'est fait à dessein. Donc, je voudrais dire qu'en réalité, on ne peut pas ne pas accuser l'Occident. Maintenant, accuser l'Occident, est-ce que c'est nous dédouaner nous-mêmes? Je dirais non. Parce que nous aussi, nous avons un certain nombre d'États. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas le partenariat sud-sud? Voilà un puissant voisin que nous avons à côté. Vous voyez, au Cameroun, on a dit, OK, pour la période 2020-2030, on a la SND 30, import substitution. Vous êtes là-dedans, monsieur l'expert. Import substitution, ça veut dire quoi? Il faudrait que les Camerounais, au-delà des administrations, au-delà des grandes institutions, il faudrait que les Camerounais commencent à avoir de la préférence pour ce qui est fait de manière locale. Or, quand nous parlons au quartier, qu'est-ce qu'on entend? Quelqu'un vient chez vous et quand il reçoit, il vous dit, ah, ces meubles n'ont pas traversé le port. Avec cette nous, mentalité... sur ce plateau, on nous dit que nous avons les costumes importés. Nous avons les costumes importés, vous voyez? Il vous dit, ces meubles n'ont pas traversé le port. Avec une mentalité pareille, comment voulez-vous que notre tissu économique capte de l'argent? Que les Camerounais comprennent, pour que notre tissu économique capte de l'argent, sentons-nous heureux d'acheter les chaises chez le menuisier de coin et de nous asseoir dessus. Et de faire des meubles aussi de bonne qualité, hein, parce qu'il y a trop de la filoterie qui nous empêche. Et encore que tout ce qui vient de ce côté-là n'est pas toujours de bonne qualité. Ok. Donc, allons dans ce sens-là et on verra que sans faire des révolutions, parce qu'il y a aussi un discours panafricaniste primaire que je ne partage pas, toujours vouloir dire que non, les autres c'est mauvais, c'est comme ça, on ne peut pas. Les États n'ont pas d'amis, les États sont là pour les intérêts. Donc quand les autres viennent défendre les intérêts, dites-vous bien que ils peuvent vous noyer pour nourrir le peuple. Et quand vous également venez avec les intentions de les noyer également pour aller nourrir vos peuples. Ouais. On ne peut pas rester dans la posture de non, c'est toujours eux, c'est eux, oui, mais nous aussi on a des marges de manœuvre, il faut qu'on les utilise. Oui, allez-y. Je voudrais quand même souligner quelques éléments au niveau de notre responsabilité sur les programmes qui sont financés dans notre pays. Moi, je pense que ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la plupart des organisations internationales, nous sommes des États membres. On paye des cotisations. On a des membres du gouvernement qui siègent dans les conseils d'administration, qui siègent à l'Assemblée générale. Dans une organisation, je prends la Banque africaine de développement par exemple, si on fait le programme pays du Cameroun, en fait, il n'y a pas quelqu'un à Abidjan qui écrit le programme pays du Cameroun. En clôture des travaux de ce vendredi. C'est pareil avec la FAO, c'est pareil avec le FIDA. Ce sont des Camerounais qui soumettent un programme. Et lorsque vous voyez régulièrement les visites du FMI ici également, lorsqu'il y a un programme, généralement on soumet un programme qui est approuvé. Donc c'est pour dire que, quelque part, nous, il est possible que nous ayons des marges de manœuvre sur des projets qui sont implémentés chez nous. Généralement, c'est nous qui sommes demandeurs. Si vous regardez aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, il y a pas mal de projets. Il y a le projet de développement des chaînes de valeur agricole. Je pense que c'est 75 milliards. Banane, plantain, ananas, panais, c'est le développement de toute la chaîne. Il y a le projet de développement des chaînes de valeur élevage. C'est faible. Certes, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des projets qui ont été écrits par des Camerounais et ce sont des choix qui sont faits par des Camerounais, c'est pas l'extérieur. Vous allez constater qu'au niveau même de la gestion des fonds, vous avez des programmes qui sont logés dans des ministères. On dit que c'est un programme de la BAC, mais c'est le Cameroun qui a emprunté de l'argent et qui a cotisé également. C'est pour ça qu'on demande de mettre des personnes vraiment qualifiées à certains postes de responsabilité. Et les personnes intègres. Oui, pour permettre. Parce qu'à ce niveau, il y a en fait, c'est une parenthèse, oui. Alors c'est pour dire que je crois que c'est un tout. C'est un tout. Je pense que nous pouvons avoir des marges de manœuvre sur les projets qui sont mis en œuvre dans notre pays. On a également la possibilité de capter l'épargne privée. Il y a un formidable travail qui est fait actuellement par les sociétés, les fonds communs de placement au Cameroun. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonds communs de placement qui se développent et qui captent l'épargne privée. Et je pense qu'il faut tout simplement essayer d'orienter
cette épargne-là vers des investissements productifs. Il y a des pays dans l'Afrique centrale où vous voyez des emprunts obligataires tous les jours. Oui, oui. À la bourse de Douala, c'est généralement, il y a beaucoup plus, c'est les obligations. Même si on n'a pas encore trop de culture ici. Oui. Alors, ce sont des États qui viennent se financer avec de l'épargne privée. Et je pense que c'est cette épargne-là qu'il faut orienter, non seulement dans les fonds communs de placement, mais également au niveau des États qui lèvent ces fonds-là au niveau local. Donc je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs et ce sont des choix qu'il y a à faire pour pouvoir développer nos chaînes de valeur. D'accord, on va faire le dernier tour de table parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Je commence par vous, Armel. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire véritablement pour sauver cette pauvreté ambiante là et cette crise climatique, parce qu'on est sous l'effet du changement climatique aussi. Ça faisait partie des mécanismes au centre même de ce sommet là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter véritablement que l'argent destiné à ces projets-là ne soit viré ailleurs? Je pense qu'il faut, n'est-ce pas, ici une construction de rapport de force. Parce qu'on va beau épiloguer, bavader ici, tout reste sur le rapport de force. Et je vais une fois de plus dire à Yves que ce rapport de force-là ne se décrète pas. S'il est aujourd'hui défavorable à ces pays africains, les pays occidentaux ont construit leur rapport de force depuis la colonisation. C'est pour cela que les effets sont aujourd'hui en train de continuer aujourd'hui. Donc il appartient donc aux pays africains aujourd'hui de construire leur part de rapport de force. Parce que il faudrait que partout où l'Occident a construit un lien de dépendance, que les Africains, n'est-ce pas, ici, déconstruisent ce lien-là et construisent un lien qui leur sera commun. Ça, c'est l'approche que je préconise. La deuxième approche, c'est quoi? C'est que c'est vrai, nous sommes dans le concert des nations, nous sommes dans des institutions internationales, mais l'être ne voudrait pas dire que nous sommes embrigadés, nous sommes, n'est-ce pas, ici, enfermés là-bas, nous sommes condamnés à y rester. Non, une organisation multilatérale ne tue pas la souveraineté des États. Ça veut dire que quoi? Je suis membre d'une organisation internationale parce que je voudrais, n'est-ce pas, chercher l'intérêt de mon pays. À partir du moment où l'intérêt de mon pays n'est plus sauvegardé et, n'est-ce pas, en danger, j'ai cette liberté, ou si vous voulez, cette licéité de me retirer de manière souveraine parce que, voyant en cette institution un obstacle pour le développement des pays africains. Donc, les pays africains aujourd'hui doivent, n'est-ce pas, ici, procéder par ce que j'appelle souvent la dialectique déconstructivisme-constructivisme. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est quoi? Oui, pour sortir là-dessus. Une autre chose, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, l'avenir du continent africain, on ne le dira jamais assez, passera par son unité. D'accord. Vous avez compris? Aujourd'hui, les pays africains ne doivent plus procéder de manière dispersée. Ils doivent chercher à converger leurs actions, à travailler ensemble pour que l'avenir de ce continent-là puisse être prospère demain. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, étaient à peu près dans la même situation que les pays africains. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble et aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. Donc, les pays africains peuvent imiter, n'est-ce pas, cette chose-là. Parce que le transfert de technologie qu'on parle tous les jours, là, il faut transférer. Le transfert de technologie ne peut pas être possible. C'est des choses qu'il faut cesser d'enseigner aux étudiants dans les amphis. Les États-Unis, la France ne peuvent pas transférer la technologie. Ce que les pays africains doivent faire, c'est de créer les brevets ou alors imiter, pour ne pas dire tricher la technologie en envoyant leurs enfants se former et revenir implémenter la technologie qu'ils auront apprise dans ces pays. Comment alléger la dette pour éviter d'aller toujours commander là-bas? Moi, je pense vraiment en quelques mots, puisqu'on est en train de sortir. Oui, je pense que la solution réside dans la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que la dette, aujourd'hui, la dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que le surendettement qui est un problème. Oui, le surendettement est un problème et si ça pose problème lorsque on fait un mauvais usage de la dette. Lorsqu'on fait un mauvais usage de la dette, on est obligé de rembourser alors que ça n'a pas généré un développement conséquent. Qu'est-ce qu'il y a lieu donc de faire? Il faut démocratiser les institutions et mettre qui est la bonne gouvernance. Parce que tout à l'heure, il a relevé beaucoup de projets au niveau des ministères qui est du domaine agricole, qui est un secteur qui pourrait propulser le développement de beaucoup de pays africains, mais que ces financements-là n'arrivent pas dans ce secteur parce que c'est détourné.
Et si il y avait des bonnes institutions, s'il y avait la bonne gouvernance, ces financements ne seraient pas détournés. Et également, il faut qu'on s'approprie de la technologie. Moi, je suis d'accord qu'il n'y aura pas de transfert de technologie, mais il faut comprendre que nous avons le même cerveau que les enfants des citoyens des grandes puissances. Et qu'aujourd'hui, nos compatriotes, la plupart de nos compatriotes, connaissent la même technologie et la même science et que même les Occidentaux. très évoluée. Et même plus évoluée, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 26 000 ingénieurs camerounais qui se retrouvent en Allemagne et qui sont dans les industries de pointe. D'accord. Donc, si on organise bien nos pays, il y a des compatriotes qui peuvent venir et puis booster et lutter contre la pauvreté. Alors, finalement, il est temps aussi pour nous, le Cameroun, de pouvoir travailler pour éviter d'être dépendant de l'autre côté. Le Cameroun a toujours été travailleur, les Camerounais travaillent beaucoup. Peut-être disons-nous qu'il faut optimiser le travail des Camerounais. Et comment optimiser le travail des Camerounais? Je suis d'accord avec un certain nombre de personnes pour rationaliser l'usage des ressources. C'est-à-dire que quand les ressources sont là, on a dit on affecte celle-ci à ce travail. Et que ça doit vraiment faire, que ce exactement. soit effectif. Maintenant, il faut savoir choisir les secteurs. Les priorités. Investissons notre peuple à faim. Investissons dans les domaines qui vont booster l'agriculture et qui vont faire que le Cameroun redevienne... L'avenir, la terre ne trompe pas avec le chef de l'État. Et puis, je voudrais également dire qu'il faut qu'on encourage les partenariats sud-sud. L'expert, il y a le Nigeria voisin. De l'investissement privé, mais allons un peu dans le sens de la collaboration sud-sud. Elle peut être plus rentable que la collaboration avec un Occident assez orgueilleux et assez arrogant qui les infantilise à soin. D'accord. Voilà. On sort avec vous, finalement, vous qui êtes l'expert, la solution magique. Je pense qu'il ne faut pas toujours se risquer à donner des solutions magiques. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que nous devons relever les défis technologiques pour être souverain. Il faut être souverain au niveau alimentaire. Il faut pouvoir avoir des fonds souverains pour investir dans des secteurs prioritaires. Il faut mieux orienter l'épargne privée. Il faut faire comprendre également au secteur privé qu'il faut également s'adresser. On s'est mis dans la tête qu'on ne peut pas produire des idées. On s'est mis dans la tête qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas produire. Pourtant, c'est là. Hein. Alors que on en est capable. Un PDG dans son bureau, si la nouvelle Lexus va être lancée, il va passer comment? Il y a des gens qui ont réfléchi de l'autre côté. Donc il faudrait qu'on relève les défis technologiques et qu'on continue à plaider, qu'on se mette ensemble avec les institutions africaines, comme la Banque africaine de développement, pour continuer à plaider, pour essayer de faire qu'il y ait des évolutions dans la gouvernance au niveau des institutions internationales. Et c'est pourquoi on vous convie au débat sur Canal 2 International, parce qu'il y a des intelligences là, il y a des propositions. On espère qu'au niveau des autorités, des pouvoirs publics, le parti de Yves Abama, les notes ont été prises pour un développement durable de notre continent africain. Alain Fournier, expert financier, directeur associé d'Agribusiness Investment Management. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci de votre disponibilité. Maître Fidèle Dioubissi, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Docteur Amel Sango, politologue internationaliste, merci de répondre toujours présent à cet appel. Yves Abama, que dire? Merci beaucoup de votre disponibilité. À toute l'équipe technique, merci d'être des nôtres. Juste dans le studio 1, vous avez rendez-vous avec le journal, une présentation d'Alain Gislain Kanga. Je vous retrouve jeudi, puisque demain, ce sera la fête de la Tabaski et un programme spécial vous sera proposé à partir de 18h40 pour accompagner nos frères musulmans. D'ici à là, portez-vous bien et bonne fête à toute la communauté musulmane.